Pourquoi de la graine à l'assiette? Parce que, eh bien, trop souvent, nous oublions que tout ce que nous mangeons part d'une graine qui a été semée dans un champ. À l'heure de la mondialisation, nous oublions aussi que la manière dont nous mangeons influence la qualité de l'eau, de l'air et des sols, ainsi que la biodiversité et le climat. La manière dont nous mangeons modifie le visage de nos territoires et a un effet direct sur l'emploi local et non délocalisable. Enfin, la manière dont nous mangeons a un impact sur notre microbiote intestinal, je suis devenue une spécialiste des microbes, et notre système immunitaire, et donc sur notre santé, ainsi que celle des animaux, sauvages ou domestiques, et des écosystèmes, car tout est lié. Alors, avant de vous expliquer tout ce que je viens d'annoncer, là, je voudrais qu'on regarde une première vidéo qui est un portrait de femme que j'avais réalisé dans le cadre d'un film et d'un livre qui s'appelait Sacrée Croissance. Je ne vous en dis pas plus parce qu'en général, cette femme donne la pêche et ça pose bien le problème. Je ne vous dis rien de plus. Donc, Alexandre, n'est-ce pas, tu vas me lancer cette vidéo qui fait 6 minutes. Portrait de Valérie. Bébé, c'est toi. Bébé. Bla 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 bla. Bébé. C'est quoi là? Bébé. Bobo, ça fait mal. Ah, néné. Je m'appelle Valérie Chafik, je suis assistante maternelle à Épinay-sur-Seine. Je suis profondément attachée au 93, de par mon histoire. Parce que d'abord j'ai immigré de mon Boulogne-Billancourt à Saint-Denis, j'étais jeune, j'avais 19 ans. J'ai fait un petit passage dans la Beauce, mais Saint-Denis, Épinay, voilà, je gravite là, c'est mon centre d'attache. Et à chaque fois, c'est toujours des expériences de vie liées à la cité. Enfin, ma première expérience, c'était Cité des Francs-Moisans. Vraiment, j'y ai passé des très belles années de ma vie. Et là, du coup, Cité Orgemont. Ces endroits sont magiques pour plein de choses. La solidarité, je pense qu'on ne trouve pas de solidarité comme il existe dans ces quartiers-là. Et finalement, dans cette MAM, il y a la même chose. Il y a de tout et de tout qui vient de partout. Et tout le monde vit ensemble. Une MAM, c'est une maison d'assistante maternelle. Ce n'est pas une crèche. Ce sont 3 assistantes maternelles qui travaillent dans un même lieu. On est complètement convaincus que cette petite structure, c'est le bien-être des enfants, parce que d'abord, c'est presque comme à la maison. D'abord, c'est une maison. Donc, maison, ça veut dire familiale. On aimerait bien un truc tout doux pour que ces enfants puissent grandir tranquillement. Et surtout à leur rythme, quoi. On n'est pas en train de speeder. Moi, j'avais 30 ans, on m'a dit un jour, on va chercher des choux de Bruxelles dans un jardin, et j'ai été pas foutue de trouver les choux de Bruxelles parce que je savais pas du tout à quoi ça ressemblait, quoi. Pour moi, c'était des boules dans un sachet surgelé. Donc je me suis dit non, il faut pas que les enfants vivent ça, il faut travailler autrement et faire prendre conscience aux tout petits, et aussi petits qu'ils soient, que la nature les nourrit. Alors on s'est dit bon, comment on fait? Et on a fait une rencontre formidable avec Fabien Gordon, qui est un papa d'une petite fille qu'on garde. Et il me disait toujours, mais tu peux avec pas grand-chose faire un jardin. J'ai dit, mais attendez, pour moi, c'était de l'hébreu, hein, un jardin. Alors, il me parle de permaculture. J'ai cru que c'était du chinois. Et l'aquaponie, alors je vous en parle pas, c'était encore pire que du chinois, c'était, je sais pas, enfin, c'était genre apocalyptique. Et voilà, on s'est dit, bah, on va le faire confiance. Et le jardin est sorti de terre. La terre est bonne pour les petits, parce que d'abord, ils n'ont pas d'a priori. Donc, ils voient un verre de terre, ils touchent. Ils voient une fleur, ils mettent dans la bouche. Ils ont aucun. Nous, on est là avec tous nos vieux démons. L'hygiène, la propreté, ils s'en fichent, quoi. Ils ont envie de toucher, ils malaxent. Voilà. Et planter des graines, ça coûte rien. De mettre le doigt dans la terre et de faire planter un truc et de voir un truc qui sort, ben, c'est magique pour un enfant. Et avec ça, ils apprennent tout. Les couleurs, les noms des légumes, compter, ça paraît tout bête. Hein. Combien il y en a, combien on a trouvé 1, 2, 3. Et nous, on répète 1, 2, 3. Et ça rentre. Faire attention à l'eau. L'eau, ça se jette pas. On va le mettre dans la terre, ça fait pousser. Toutes ces notions-là, on jette pas la nourriture à donner aux poules. Et c'est trop beau. Parce que les enfants dans un poulailler, c'est trop beau. Et voilà c'est quoi ça? Une poule? Qu'est-ce que fait la poule? On les appelle nos filles. Voilà, c'est notre bande de filles. Et on a eu un œuf. Et quand on a eu un œuf, on a cru qu'on avait trouvé, je sais pas, un diamant gros comme une maison, quoi. On dit là, notre premier œuf. Et je trouve que humainement aussi, ça crée des liens avec les gens. Il y a des papas qui vont déposer leurs enfants. Leurs enfants, ils disent non, on va d'abord voir les poules. Et après, on rentre. Qu'est-ce qu'a fait la poule? Elle a pondu un
Je pense aussi que ça crée des liens au niveau du voisinage. On a planté des tomates. Alors les tomates, elles sont juste au ras de la route. Et il y a une dame qui est venue me dire oh, mais vous savez, dans le quartier, vos plants de tomates, ils vont pas faire 3 jours. Ben, je dis ils sont là, mais ils sont restés jusqu'au bout. Je dis pas qu'on nous a pas piqué des tomates. Il y a peut-être des petites mains qui sont venues chercher les tomates. Mais c'est pas grave, quoi. On a partagé. Et alors apprendre les cycles de la vie. On mange des fraises en plein hiver. On mange des cerises à Noël. Mais c'est délirant, quoi. Ça n'a ni queue ni tête. Et ça aussi, c'était important pour nous de se dire que les enfants, ils comprennent que, en hiver, on mange du chou, de la carotte, du navet, du panais, etc. Mais on va pas manger des aubergines. C'est pas les légumes de saison. Il est aussi nourricier, ce jardin. Il est et pédagogique et nourricier. Tout le monde sait à quel point c'est difficile de faire manger des légumes aux enfants. Ils aiment pas, ils veulent pas, machin. Mais le légume qu'on a cueilli, ils le mangent. On devrait développer l'agriculture urbaine dans tous les quartiers, dans tous les bas d'immeubles. Au lieu d'avoir un bac à sable tout pourri, dégueulasse, où personne ne va, transformons-le, mettons de la terre, des légumes et des fruits. La terre, moi, je dis qu'elle est fédératrice. J'en avais pas conscience. Je veux dire, vraiment, je suis une vraie citadine. Hein. Et moi, c'est vrai que cette conscience m'a éclaboussée, quoi. Ça m'a fait comme un gros seau d'eau froide. Mais réveille-toi. C'est que ça crée du lien, ça donne aussi à manger, parce que c'est hyper important. Dans nos quartiers, manger des haricots verts, c'est pas donné à tout le monde. Parce que la malbouffe, ça tue, quoi. Enfin, bon, j'en suis un exemple vivant. Hein. Je mange mal, j'ai toujours mangé mal. Enfin bref, c'est une catastrophe. Du lien social, parce qu'on est en fracture totale avec la société est dure, les temps sont difficiles, les familles ont du mal. Alors non seulement on met du beurre dans leurs épinards, d'ailleurs ils mangent pas d'épinards, ils mangent des pâtes, mais au moins ils auront des épinards et du beurre. Et par ce marché, ils vont se connaître. Donc se solidariser. Donc la vie sera moins difficile. Donc c'est juste se donner les moyens de ne pas avoir peur et de développer ça partout. Partout. Quand on parle du bonheur, pour moi, c'est les enfants. C'est les sourires. C'est aussi leurs larmes qu'on arrive à réconforter. C'est partager. C'est être solidaire. C'est se respecter. Alors quand on respecte, on se respecte. On respecte la terre, on respecte les hommes. Avec ce qu'ils ont, avec ce qu'ils sont, leurs difficultés. C'est pas toujours facile, ça crée des tensions, c'est pas toujours simple. Mais c'est ça le bonheur pour moi. Bébé, doudou. Et si possible, en faire d'autres petites maisons comme celle-ci, ailleurs. Peu importe où d'ailleurs, je pense que c'est ça. Peu importe où, mais les multiplier pour qu'il y ait d'autres enfants qui soient aussi coucounés qu'on coucoune les nôtres. Voilà. Voilà, mais vous pouvez applaudir Valérie. Hein. Alors, c'est bon, ça marche? Oui. Tout indique que l'agriculture se trouve à la croisée des chemins. C'est le titre d'un document de près de 600 pages qui date de 2008, mais qui est toujours d'actualité, qui avait réuni 400 scientifiques internationaux sous la houlette de la Banque mondiale, il faut le souligner. Et qu'est-ce qu'ils disaient dans ce rapport? Et c'était 2008, mais évidemment, rien n'a changé, donc c'est même encore pire, n'est-ce pas? Alors, il disait d'abord que l'agriculture industrielle, celle que vous connaissez bien hein, dans votre région, je crois, mais ce n'est pas la seule, hein, contribue largement au réchauffement climatique. Car elle repose sur l'usage de pesticides et d'engrais chimiques qui sont fabriqués avec du gaz et du pétrole. Et comme vous le savez, ça vient du Moyen-Orient ou de Russie. Elle encourage aussi la déforestation et comme les monocultures de soja transgéniques que j'ai filmées dans d'autres films et qui vont nourrir ensuite les élevages intensifs de cochons bretons, par exemple. Enfin, l'élevage intensif, notamment de bovins, est responsable de 12% des émissions de gaz à effet de serre sur la planète. Alors, c'est quand même... c'est énorme, quoi. Hein. Donc, l'ONU a calculé que ce modèle agro-industriel, si on tient compte de tout, notamment aussi du fait que les aliments circulent sur des grandes distances, on estime qu'un aliment acheté dans un supermarché en Europe voyage en moyenne 4000 km, si on tient compte de tout. Hein. Eh bien, on peut considérer que l'agriculture industrielle contribue à hauteur de au moins 40% du dérèglement climatique sur la planète, alors que l'agriculture, par définition, devrait capter du carbone et pas en émettre ou produire des émissions de gaz à effet de serre. Alors, l'impact aussi de ce modèle agro-industriel eh bien, est énorme sur l'eau.
On estime que 70% des ressources aquifères sont utilisées par ce modèle agro-industriel qui a besoin de beaucoup d'eau. Alors on voit bien d'ailleurs l'un des conflits que je suis de très près, parce que comme vous le savez, je suis née sur une ferme des Deux-Sèvres, eh bien c'est les bassines évidemment, hein. Comme on a un problème d'eau et qu'il faut toujours beaucoup d'eau, et notamment pour faire du maïs, qui est un véritable désastre au niveau national et européen, j'insiste, le maïs, eh bien on en arrivait à cette aberration de vouloir construire des bassines pour pouvoir continuer à arroser le maïs. Ensuite, le modèle agro-industriel, eh bien, il a eu comme conséquence que les sols sont épuisés. On estime aujourd'hui que 30% des sols eh bien, sont absolument morts, complètement érodés. Alors, tout ce modèle agro-industriel, en plus, s'est accompagné d'un exode rural massif, au nord comme au sud de la planète. Depuis 2008, un habitant sur deux habite dans les villes, hein, comme Valérie, là, moi j'habite en ce moment, c'est en Seine-Saint-Denis. Voilà, et des villes qui ont au maximum 2 jours d'autonomie alimentaire. Ce qui est vraiment très peu. Ce qui veut dire que si un jour il n'y a plus de transport, pour des raisons X, Y, eh bien on n'a pas de quoi nourrir les villes, donc vous voyez un petit peu ce que ça veut dire. La France, bien sûr, n'est pas épargnée. En 1960, quand je suis née, moi, dans ma ferme du Poitou, on comptait 1,8 million d'exploitations agricoles. Et en 90, on n'en comptait plus qu'1 million. Et aujourd'hui, c'est moins de la moitié. On estime qu'il y a 200 fermes qui disparaissent chaque jour du territoire national. Enfin, ce modèle agricole productiviste, qui est relayé par de puissants lobbies, a aussi conduit à une consommation accrue de viande depuis le début du XXe siècle, notamment dans les pays du Nord, mais maintenant c'est aussi le cas en Chine ou en Inde, où elle est passée de 20 kilos par personne et par an à 80 aujourd'hui. Avec le changement des habitudes alimentaires, on observe la même tendance donc dans les pays émergents, et selon les projections de la FAO, pour répondre à la demande, la production mondiale de viande devrait doubler d'ici à 2050, en passant de 229 à 470 millions de tonnes. Or, on estime qu'il faut 4 calories végétales pour produire une calorie de viande, de poulet ou de porc, surtout évidemment dans des élevages intensifs, et 11 pour produire une calorie de bœuf élevée donc de manière intensive. Aujourd'hui, 40% des céréales cultivées dans le monde sont destinées à alimenter les animaux des élevages industriels. Comme la production de viande est beaucoup plus gourmande en eau que celle des légumes, on estime que les gros mangeurs de viande, alors gros mangeurs de viande, ça veut dire manger de la viande tous les jours, il faut être clair. Si on continue de manger de la viande, eh bien, elle est bio, locale, et c'est une fois par semaine ou 2 grand maximum. Et sinon, on n'en mange plus, et surtout pas de la viande des élevages industriels. Eh bien, il faut, quand la production de viande est donc très gourmande en eau, on estime que les gros mangeurs de viande consomment 4000 litres d'eau par jour, l'équivalent, hein, alors que les végétariens n'en consomment que 1500. Voilà, donc vous voyez les impacts de tout ce modèle agro-industriel et de cette manière dont nous mangeons quand nous allons acheter nos aliments dans des supermarchés, pour être très clair, et pas auprès de producteurs locaux et en bio, évidemment, eh bien, nous avons un impact énorme sur l'eau, si vous avez compris, sur tout ce que je viens de décrire. Hein. Voilà. Alors, on va regarder une petite bande-annonce, Alexandre, parce qu'évidemment, la bonne nouvelle, c'est que nous savons ce qu'il faut faire pour arrêter ce désastre planétaire. Moi, j'y ai fait un film et un livre sur ce sujet, qui sont évidemment toujours d'actualité. C'est sorti en 2012 sur Arte. Ça s'appelle Les Moissons du futur, où j'avais voulu répondre à... Je m'étais retrouvée sur un plateau de télévision avec un certain Bruno Le Maire, qui, avant d'avoir sévi comme ministre des Finances pendant 7 ans, a été ministre de l'Agriculture. Vous voyez ? Et à l'époque, il était ministre de l'Agriculture. Et il m'avait interpellé sur ce plateau de télévision en me disant Madame Robin, tout ça est bien beau, mais on ne pourra pas nourrir le monde sans pesticides. Vous savez, c'est ce qu'on entend toujours. Alors, ce à quoi je réponds aujourd'hui, qu'on ne le nourrit pas non plus avec. Vous voyez ? Donc, déjà, n'oublions pas ça. Voilà. Alors, ça, c'est une bande-annonce qui vous donne un petit peu un résumé du contenu. Tu peux l'envoyer, Alexandre ? Je suis formel, nourrir 9 milliards de personnes en 2050, même un peu plus, et qui est prévu avec une agriculture sans pesticides, c'est absolument possible. Il faut changer de cap. Les recettes anciennes ne valent plus aujourd'hui.
The disadvantage of monoculture, of course, is that if you try to grow corn, you have to use so many herbicides and so many insecticides that it's bad for the environment. Agroecology is the antithesis of industrial agriculture. Pamene zakhala zaka tikuchita ujeni girisidi ya watu ayi tikusimba lokoma doti ndilabwino ng'amba ikubwera pachimanga mukuchiona mene chililimu. Humus, der Boden ist der Schlüssel. Das 20. Jahrhundert war das Jahrhundert der Chemie in der Landwirtschaft, zumindest, wahrscheinlich auch noch darüber hinaus. Das 21. Jahrhundert ist definitiv das Jahrhundert der Biologie. It is not a Stone Age technology, it is a highly scientific based technology. We are calling this technology push-pull. Kon objectif men kam enen yalla yata ken wiye remoɓe Sénégal en mbawan Sénégal. Le estamos llamando una agricultura sostenible. The farmer is looked as the lowest element in the society. No, it actually comes the first. No food, nobody. You can all Voilà, ça allait les sous-titres au fond là À peu près Oui. Bon. Voilà, alors, l'agroécologie, en quelques mots, c'est quoi? Eh bien, c'est un système agricole qui ne repose pas sur l'apport d'intrants extérieurs, hein, on en a parlé tout à l'heure, les engrais, les herbicides, etc., mais sur la complémentarité et la synergie entre les différents éléments qui constituent la ferme. Les arbres, les plantes, les animaux et bien sûr le paysan ou la paysanne qui représente en quelque sorte le chef d'orchestre de cette ferme. Dans ce modèle, les monocultures intensives et la spécialisation des fermes n'ont absolument plus leur place. Car ces monocultures, qui caractérisent de vastes territoires français, sont finalement très peu productives au regard des ressources consommées pour les développer. Car contrairement à ce qu'on affirme généralement, les petites fermes sont beaucoup plus productives que les grandes, ainsi que me l'a expliqué un chercheur de l'université californienne de Berkeley, qu'on voit dans le film d'ailleurs. Si on mesure ce qu'on appelle le total output, ça veut dire quoi? Ça, c'est la production alimentaire totale qui sort d'une unité d'exploitation. Le ratio est beaucoup plus élevé dans les petites fermes que dans les grandes. Par exemple, des études montrent qu'un hectare planté avec le système de la milpa, alors on le voyait rapidement dans le film, enfin dans cette bande-annonce, mais dans le film, j'y passé pas mal de temps, donc c'est un système ancestral qu'on trouve au Mexique, où on cultive le maïs avec les haricots qui montent le long des plants de maïs, qui servent de tuteurs, et au sol, on met des courges, en général, des curcubitacées. Alors évidemment, le haricot, qui, comme vous savez, fournit de l'azote au sol, aux plantes, et les grandes feuilles de courge protègent à la fois de la sécheresse, etc. Alors, c'est intéressant parce qu'ils ont fait une comparaison. Si vous comparez un hectare en 1000 pas, donc il y a les 3 productions en même temps, au Canada, on appelle ça les 3 sœurs, hein. Voilà. Eh bien, vous produisez autant de calories alimentaires que sur 1,7 hectare où vous séparez les cultures. Vous m'avez suivi? Donc, c'est beaucoup plus productif qu'une monoculture avec à côté une autre monoculture. D'accord? Alors, si on mesure seulement le rendement du maïs, il est plus élevé, entre guillemets, sur la grande exploitation. Bon, 5 tonnes contre 7 tonnes à l'hectare, dans mon exemple. Mais sur la petite, on produit aussi, comme je vous ai dit, des citrouilles, des haricots, etc. Donc, c'est vraiment un modèle... l'agroécologie, c'est un modèle qui est extrêmement productif. Et en fait, ce que démontrent les études, c'est que la bonne superficie de ferme, elle doit être à hauteur... j'allais dire d'hommes et de femmes, c'est-à-dire c'est 30 hectares, et c'est le maximum. Hein. Et là-dessus, on peut avoir des productions qui sont diverses et variées, avec des animaux, des plantes, etc., et sans épuiser les ressources, en étant très productif, et en protégeant l'eau, enfin, etc., etc. Et tout ça en modèle, évidemment, bio. Voilà. Alors, dans le film, ou dans le livre, d'ailleurs, vous avez plein d'exemples, hein, que j'ai fait le tour du monde pour montrer plein d'exemples et que ça marche très très bien. Ça marche très bien. Parce que quand M. le maire me disait on ne peut pas nourrir les gens sans pesticides, eh ben, c'est tout le contraire.
avec les pesticides et tout ce modèle agricole qui va avec, qui est un modèle très capitalistique, etc., ben, je rappelle qu'aujourd'hui, sur les 1 milliard de personnes qui sont en état de malnutrition, 80% c'est des paysans qui ont quitté la campagne partout dans le monde parce qu'ils ne pouvaient pas s'inscrire dans ce modèle agricole capitaliste où il faut beaucoup de moyens, et c'est eux qui crèvent de faim. Donc vous voyez, enfin, voilà. Alors, c'est marrant parce que en écrivant mon livre « Les moissons du futur », j'étais tombée sur une histoire que je ne connaissais absolument pas, qui était l'histoire que je vais vous raconter brièvement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, l'histoire des maraîchers parisiens. Vous savez que le quartier du Marais, à Paris, eh ben, c'était un marais, effectivement, et on les a appelés les maraîchers parce que c'était ceux qui produisaient des aliments dans le quartier des Marais. Et ces marais avaient été asséchés en partie au Moyen-Âge, ce qui fait qu'il y avait des terres très très riches, et c'est pour ça qu'il y avait plein de maraîchers installés dans le quartier des Marais. Alors jusqu'à la fin du 19e siècle, ils étaient 8500 qui travaillaient sur 1400 hectares, soit 1/6 de la superficie de Paris. D'accord ? Et ils produisaient évidemment des aliments avec un modèle totalement agroécologique, vous voyez, et très très productif. Chaque année, ils produisaient 100 000 tonnes de légumes de haute qualité qui nourrissaient les 2 millions d'habitants de Paris, et dont les surplus étaient même exportés vers l'Angleterre, tant le savoir des jardiniers du Marais était célèbre. En termes de rendement, m'a expliqué un agronome britannique, leur production était équivalente à celle des systèmes actuels les plus performants. Et ils avaient toute une série de techniques horticoles qui sont maintenant vraiment à la pointe, en fait, hein, c'était le 19e siècle. Et pour fertiliser leur sol, ils utilisaient le fumier des quelques 100 000 chevaux qui tiraient alors les calèches dans Paris. 1 million de tonnes par an de fumier. Hein. Ensuite, chacun des 1800 jardins était entouré de murs de 2 mètres de haut. Alors, on a beaucoup parlé de ces murs hein, à Paris, qu'on trouve encore à Montreuil. Où il y a des pêches qui poussent là-bas extraordinaires. Et qui absorbaient la chaleur pendant la journée et la restituaient aux cultures pendant la nuit. Ce microclimat, grâce à ces murs, associé à la chaleur due à la fermentation du crottin de cheval, permettait de réaliser 6 à 8 récoltes par an pendant toute l'année. De plus, dès l'automne, les maraîchers paillaient leurs cultures sur butte et les recouvraient de cloches de verre ou de châssis vitrés. Enfin, ils pratiquaient le contrôle biologique des parasites en plantant des tournesols pour protéger les tomates et les artichauts des pucerons ou des courges pour neutraliser les mauvaises herbes, entre guillemets. Donc vous voyez, on savait faire. Et évidemment, tout ça est tombé à l'eau, si j'ose dire, avec l'arrivée de la voiture, plus de chevaux, plus de crottins, enfin, et tout un modèle agricole extrêmement performant, fondé sur le crottin de cheval, qui a disparu. Et ça a fait que, ben, vous savez, la conséquence, hein, aujourd'hui, je suis en train de lire mes notes, en 1988, il n'y avait plus que 1900 maraîchers en région Île-de-France, puis 800 en 1997, et aujourd'hui, ils sont moins de 200 voilà, maraîchers dans la région Île-de-France. Voilà, alors ce modèle avait inspiré pendant la Seconde Guerre mondiale, ça aussi c'est assez étonnant, la Grande-Bretagne qui dépendait énormément de l'extérieur pour se nourrir, et avec l'embargo, le blocus maritime qu'avait fait l'Allemagne notamment, ils étaient très inquiets, ils ne pouvaient plus se nourrir. Donc ils avaient lancé une campagne baptisée Dig for Victory, pioche pour la victoire, et c'est tout ça pour vous dire que si on veut, rapidement, on peut changer. Je vous résume ce qu'ils ont fait, hein. Dirigé par le très dynamique Lord Woolton, le ministre de l'Alimentation, cette campagne fut lancée avec des techniques de propagande révolutionnaires. On parlera plus tard de marketing, n'est-ce pas? Spots à la radio, tracts, affiches collés dans tous les lieux publics, les commerces ou les églises. Et qu'est-ce qu'ils voulaient? C'est que tout le monde se mette à faire de l'agriculture partout et produise des légumes partout. Mais comme les gens ne savaient pas faire en Angleterre, eh bien, il a fallu faire une grosse campagne. Et ça a marché. Ils ont créé des jardins de la guerre pour la victoire, c'est comme ça qu'on appelait ça. Des comités ont été créés partout dans le pays, 476 comités, pour former les sujets de Sa Majesté au jardinage. Partout, les pelouses, les jardins publics, les terrains de sport et de golf, les parkings des usines furent réquisitionnés pour planter des carottes et des pommes de terre, les 2 légumes phares de la campagne, avec 2 figures de proue, Dr. Carrot and Potato Pete. Vous voyez ? Et donc, ces deux-là, les carottes et les pommes de terre, devinrent les marottes des écoles qui étaient également sollicitées pour produire des aliments dans les cours de récréation, qu'on a revégétalisés. Alors après, ils ont remis du béton, vous voyez, c'est... Voilà.
Partout, on se mit à élever des poulets, des lapins, des chèvres. On créa même 900 clubs de cochons, dont un dans Hyde Park, au cœur de Londres. Imaginez des cochons dans Hyde Park. Résultat, la surface des terres cultivées est passée de 12 millions d'hectares en 1939 à 22 5 ans plus tard. Tandis que la production alimentaire augmentait de 91%. On a fait ça en 2 ans. Et ils ont réussi à se nourrir alors qu'il y avait le blocus maritime. Cette campagne avait inspiré ensuite les Canadiens qui ont fait la même chose et ça a très bien marché. Donc vous voyez, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que si on veut, si on a une vraie campagne nationale pour dire ça y est, on y va, on encourage l'agriculture urbaine, la production de maraîchers partout, on facilite et tout, eh bien on peut le faire. Alors après la Seconde Guerre mondiale, évidemment, on assiste à un recul de l'agriculture urbaine partout dans le monde, mais aussi comme je l'ai dit avant, l'agriculture familiale véritablement nourricière, hein, avec l'avènement de tous les supermarchés, enfin les grandes cultures, etc. Et qui fait que un peu partout, eh bien, on supprime les jardins potagers. Alors moi, je suis une grande militante pour... je déteste les tondeuses à gazon, voilà, je vais vous le dire très, très clair. Tondeuse à gazon, poubelle, vous la filez à quelqu'un quand on veut, mais au lieu de tondre son gazon, on ferait mieux de planter des tomates, des carottes et puis des courgettes. Et puis si on ne sait pas le faire, bon, on va trouver quelqu'un qui sait faire, et puis on partage les légumes avec celui qui sait faire. Vous voyez, la tondeuse à gazon, c'est le symbole de la société de consommation qui fait qu'on est dépossédés, nous les citoyens et citoyennes, de notre capacité de se nourrir nous-mêmes. Vous voyez ? Et c'est très bon parce qu'on vend chacun à sa petite tondeuse à gazon et tous les samedis, on entend ça. C'est incroyable, quoi. Vous voyez ? Alors au moins qu'il y ait une tondeuse à gazon par quartier et encore, quoi. Vous voyez ? Enfin, pas chacun sa tondeuse à gazon. C'est bon pour les vendeurs de tondeuses à gazon, mais c'est pas bon ni pour le moral, enfin, vous voyez, ni pour la qualité des aliments. Enfin voilà. Vous avez compris ? Bon. Alors tout ce modèle, évidemment, fait aussi qu'il y a beaucoup de... Comme vous le savez, on perd à peu près 30% des aliments qui sont produits dans ce modèle agro-industriel. C'est absolument impressionnant. Mais ça n'a pas empêché, c'est ça que je reviens à Monsieur le maire, malgré cette super grosse production dans les conditions que j'ai décrites, avec un gaspillage énorme, 30% de la production qui passe à la poubelle, eh ben, ça n'a pas empêché qu'on n'a pas réduit le taux de malnutrition sur la planète, je vous l'ai dit tout à l'heure, jamais réduit. On a investi des milliards dans un modèle en 10 ans, comme on a dit à mon père. C'est pour ça que j'en veux même pas à tous ces agriculteurs qui se sont lancés là-dedans, parce qu'on leur a raconté des bobards, et ils l'ont fait parfois, comme mon père, à qui on a dit « tu vas nourrir le monde ». Bon. À la fin de sa vie, il disait ben, peut-être que plutôt que nourrir, enfin, il faudrait mieux faire en sorte que les Sénégalais, comme on voyait dans cette bonne annonce, puissent se nourrir eux-mêmes. Voyez, pourquoi est-ce que nous, les Français, on nourrirait le monde? Non, nourrissons-nous déjà et faisons en sorte que les autres paysans de la planète puissent aussi nourrir leur population. Ça sera bon pour le climat, ça sera bon pour la biodiversité, ça sera bon pour la santé. Oui. On n'a pas réussi, malgré ce modèle, je me répète, à nourrir la planète. Monsieur le maire ment. Monsieur le maire n'y connaît rien, mais il ne connaît pas grand-chose à... Enfin bref, j'aime pas beaucoup Monsieur le maire. Enfin... Et voilà, il ferait mieux de se taire sur les plateaux de télé et pas parler de ce qu'il ne connaît pas. Enfin voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis encore, pour revenir à vous, ben, la manière dont nous mangeons, hein, si on mange du cochon breton nourri avec du soja qui vient d'Amérique latine, on contribue à la déforestation, on contribue au dérèglement climatique, oui, et tout ce que je viens de décrire. Et d'ailleurs, on contribue aussi à l'émergence de nouvelles maladies. Alors, j'en suis où dans le temps? Parce que ça me fait un peu peur, le temps, là. Ça va, hein? Alors, on va passer un petit... Si tu veux bien, Alexandre. Donc, quand on mange, donc je viens de le dire, hein, des animaux, des élevages intensifs qui sont nourris avec du soja qui vient d'Amérique du Sud, en général, c'est ça. Eh bien, il faut savoir qu'avant, on a déforesté. Moi, je l'ai filmé, ça. Et déforesté massivement, n'est-ce pas, pour mettre ce soja, qui va ensuite arriver au port de l'Orient par bateau, et puis ensuite aller dans les élevages intensifs. Et en faisant ça, non seulement c'est pas bon pour la biodiversité, c'est pas bon pour le climat, mais c'est pas bon pour la santé planétaire, parce qu'en faisant ça, on provoque l'émergence de nouvelles maladies. Donc on est aussi responsable, quand on mange cette viande, j'insiste vraiment, il faut que chacun se mette ça dans la tête, de l'émergence de nouvelles maladies. Alors, je vais vous montrer, j'ai fait un film et un livre, alors voilà, La fabrique des pandémies, qui est sorti en poche. C'est aussi vous l'avez vu pour certains d'entre vous la semaine dernière. Là, c'est une petite vidéo, parce que je vous invite à aller voir. D'ailleurs, il y a un site internet qu'on a créé
avec l'éducation nationale qui s'appelle lafabriquedespandémies.com, tout attaché, avec 30 vidéos complémentaires du film La Fabrique des pandémies, sur lesquelles on peut travailler dans les écoles ou dans les associations. En voici une qui s'appelle La Fabrique des pandémies, ça tombe bien. Donc je rappelle que pour faire ce film, j'étais accompagnée de Juliette Binoche, qui est une comédienne peut-être. Vous voyez qui c'est, Juliette Binoche. Serge Morand travaille pour le CNRS, le Centre national de la recherche scientifique. Il est écologue de la santé, c'est-à-dire qu'il étudie les liens entre les modifications de l'environnement et l'émergence de maladies infectieuses. En 2014, il a publié une étude sur l'Asie du Sud où 124 épidémies ont été enregistrées de 1950 à 2008. Mais qu'est-ce qui s'est passé, particulièrement sur les dernières décennies? C'est une augmentation de l'empreinte écologique humaine, l'impact des humains sur les écosystèmes. On observe que l'Asie du Sud-Est est en zone très foncée. La Thaïlande, la Malaisie et l'Indonésie. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a une densité humaine, une population humaine importante. Si je prends le centre, ici Bangkok, et je trace un cercle tout autour, cercle qui va comprendre l'Inde, la Chine du Sud, le Japon du Sud, toute l'Asie du Sud-Est. La moitié de la population humaine vit là. Ah bah tu m'en bouges un coin. Ça parle, hein, ça parle. Et ce qui explique l'impact, notamment sur la biodiversité, soit beaucoup plus marqué ici. L'empreinte sur les écosystèmes s'assoit tout de suite sur la déforestation. Ici, on peut voir qu'elle est très forte sur Bornéo, très forte sur Sumatra, sur la Malaisie, et là où on a une Nipah. Mais on voit aussi un peu le Laos et le Vietnam. La déforestation, c'est la perte de biodiversité. Alors on prend une nouvelle carte, c'est le nombre d'espèces de mammifères et d'oiseaux qui sont potentiellement en voie d'extinction. On observe que l'Asie du Sud-Est est en zone très foncée, c'est-à-dire que nous sommes dans un point chaud de perte de biodiversité au niveau mondial. Prenons maintenant la carte des épidémies de 1950 à 2008. Et qu'est-ce qu'on observe? C'est pratiquement la même chose. Les deux cartes se superposent parfaitement. On le voit en Asie du Sud-Est, mais on le voit aussi en Amérique latine, on le voit aussi en Chine, États-Unis. On le voit aussi aux États-Unis. Et au Brésil, c'est aussi pareil. Exactement. On voit bien une corrélation parfaite entre le nombre d'espèces en danger et le nombre d'épidémies de maladies infectieuses liées aux animaux, ce qu'on appelle des zoonoses, au niveau mondial et spécialement sur l'Asie du Sud-Est. Donc, quelles sont vos conclusions? Les conclusions, elles sont simples. Plus on a d'impact sur les écosystèmes, plus il y a de déforestation, plus il y a d'espèces qui sont en danger de disparition, ce qu'on appelle des pertes de biodiversité, et plus il y a d'émergence de maladies infectieuses, d'émergence de maladies zoonotiques liées aux animaux, mais aussi d'émergence de maladies vectorielles, dont les agents sont transmis, par exemple, par les moustiques ou par les tiques, par exemple. Plus on déforeste dans un pays, plus on perd de biodiversité, plus on a d'épidémies. C'est la fabrique des pandémies. Voilà, vous avez bien compris. Alors ça, il a pris le cas de l'Asie, mais c'est pareil pour l'Amérique du Sud, etc. Et c'est pareil pour nous en Europe. Alors, dans la fabrique des pandémies, on découvre comment, finalement, quand on perturbe les écosystèmes, quand on les déséquilibre, eh bien, on peut faire émerger de nouvelles maladies. Et à l'inverse, la biodiversité protège, dilue le risque infectieux. Alors l'exemple qui est donné dans le livre et dans le film, c'est la maladie de Lyme. Je voudrais bien, certains disent Lyme, vous savez, et dont on parle de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de cas.
Eh bien, c'est très intéressant parce que 2 chercheurs américains ont montré que, alors ils travaillaient dans le nord de l'État de New York, il y a beaucoup de forêts, mais ces forêts sont très morcelées, hein, parce qu'il y a des routes au milieu, il y a même des fermes, enfin, etc. Et ils ont essayé de comprendre pourquoi il y avait de plus en plus de cas de maladie de Lyme. Je rappelle que cette maladie a été officiellement identifiée, elle existait avant, mais là, il y a une explosion, en 1977, dans cette ville américaine de Lyme. Et qu'est-ce qu'ils ont constaté? Alors, il faut savoir que la maladie de Lyme, elle est portée par une bactérie, hein, qui a un nom à coucher dehors, hein, Borrelia burgdorferi, qui est hébergée par un rongeur, d'ailleurs on parle de réservoir, c'est-à-dire ce rongeur, un certain rongeur, pas tous les rongeurs, eh bien, porte cette bactérie, mais de manière asymptomatique, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas malades. D'accord ? C'est pour ça qu'on parle de réservoir. Alors, aux États-Unis, le réservoir de la bactérie de Lyme, c'est la souris à pattes blanches. Vraiment que la souris à pattes blanches. Chez nous, en Europe, c'est plutôt le mulot ou le campagnol. D'accord ? Et qu'est-ce qu'ils ont constaté? Que cette souris à pattes blanches, eh bien, elle prolifère surtout dans certaines conditions. Bien sûr, quand elle prolifère, ça veut dire que le risque que des tiques vont se nourrir, vous savez que les tiques, pour pouvoir se développer, non, vous ne savez peut-être pas, mais... Alors, je vous invite à regarder, ça c'est un beau livre que je viens de faire qui raconte comment notre destin est lié à celui des animaux. Et le dernier chapitre, ça porte sur pourquoi, dans certains cas, ils peuvent être liés à des maladies. Il y a un portrait de la tique, un animal absolument extraordinaire. La tique, elle se nourrit que 3 fois en 2 ans. Et à chaque fois, elle a besoin d'un repas sanguin. D'accord ? Alors, vous comprenez bien que si elle fait son repas sanguin sur la souris à pattes blanches, qui, dans 98% des cas, est infectée par la bactérie de Lyme, elle va s'infecter, la tique. D'accord ? Et si elle s'infecte, eh bien, si jamais le deuxième repas qu'elle fait, c'est vous qui passez par là, elle va donc vous infecter. Vous m'avez suivi? Mais si, dans cette forêt, il y a plein d'animaux très variés qui ne sont pas, on dit, compétents dans le jargon des scientifiques, c'est-à-dire ils ne portent pas, ils ne sont pas réservoirs de cette bactérie, eh bien, évidemment que ça dilue la probabilité que la tique s'infecte. D'accord? Sauf que quand vous morcelez la forêt, et pire, vous abattez tous les arbres comme on voit partout, eh bien, d'abord, vous faites partir les prédateurs des rongeurs qui portent la bactérie. Par exemple, les renards. Alors moi, je suis évidemment attristé de voir cette campagne insupportable qu'on fait contre les renards, 500 000 par an qui meurent en France. On a besoin des renards, absolument besoin des renards. Parce que quand ils sont plus là, les renards, ça fait quoi? Les renards, ça mange les mulots et les campagnols. Quand ils sont plus là, les mulots et les campagnols, ils sont à la fête, ils prolifèrent. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des dégâts dans les cultures, et après, on va chercher des rondonticides pour détruire les campagnols. C'est n'importe quoi, tout ça. Enfin, vous voyez, c'est sans fin, quoi. Hein, vous voyez. Donc, les renards, aux États-Unis, il y a des lynx aussi. Bon, ces prédateurs naturels des rongeurs, qui se nourrissent des rongeurs, eh bien, ils disparaissent toujours. Ils se déplacent quand on morcelle une forêt parce qu'ils n'ont pas assez d'espace pour vivre. D'accord? Et puis, par ailleurs, ce qu'ont montré aussi les études aux États-Unis, mais ça vaut aussi chez nous, c'est que dans la grande famille des rongeurs, ils ont identifié qu'il y avait différentes catégories. Il y en a une. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle des rongeurs spécifiques. Ce sont des rongeurs qui sont liés à certaines niches écologiques. Quand vous morcelez une forêt, c'est les premiers à disparaître parce que leur niche disparaît. Ceux qui restent, c'est ce qu'on appelle les généralistes, comme leur nom l'indique. Ce sont des rongeurs qui, eux, s'adaptent à tout type d'environnement. Si vous déforestez pour mettre du soja, par exemple, comme on voit en Amérique latine, eh bien, ils sont contents parce qu'ils vont manger le soja. Les rongeurs qui ne sont pas généralistes, eh bien, évidemment, ils ne mangent pas de soja. Et quand vous fragmentez une forêt, eh bien, les rongeurs spécialistes disparaissent. Donc, les souris à pattes blanches prolifèrent. Et les tiques infectées. Donc, vous multipliez par 5, en fait. C'est ce qu'ont conclu les chercheurs. Quand vous fragmentez une forêt, simplement fragmenter la forêt, vous multipliez par 5 le risque que les tiques s'infectent et donc les humains. Donc, tout ça pour dire que la biodiversité, donc, ça protège la santé, très clairement. Et l'une des causes de toutes ces maladies qui émergent, c'est la destruction de la biodiversité, qui, comme c'est dit dans cette vidéo, se caractérise aussi par la disparition de certains animaux, parce qu'ils n'ont plus de place pour vivre. Alors évidemment, en Amazonie, c'est très clair, hein, à force de déforester pour faire soit du soja ou
ou du bœuf, parce que vous savez, hein, on fait des élevages là-bas. Et c'est complètement dingue, parce que vous savez qu'on est en train, peut-être qu'on va signer un accord de libre-échange, libre entre guillemets, avec le Brésil, et une clause prévoit l'importation de bœuf brésilien en France. C'est comme si on avait... Enfin, bref. Donc voilà, si vous mangez du bœuf brésilien en France, ben vous avez compris à quoi vous participez. Hein. D'accord ? Voilà, alors, la fabrique des pandémies montre que quand ce que nous mangeons, évidemment, ce que nous choisissons de mettre dans notre frigo et de mettre dans notre assiette, a un impact direct sur la santé planétaire. Si on ne veut pas participer à ça, eh ben, je reviens toujours au départ, on mange beaucoup moins de viande, elle est bio, elle est locale, on mange beaucoup de légumes, beaucoup de légumineuses, on mange beaucoup de fibres, on rase sa pelouse. On retourne, sa pelouse et on sème des trucs qui se mangent. On arrête, enfin bon, vous avez compris, hein, parce qu'il n'y a pas de pelouse, pas de Roundup, c'est très bien, comme ça, mais voilà. Et ça sera bon pour la santé. Alors, la santé planétaire, mais pas que la santé planétaire. La santé de notre intestin, parce que ça, c'est devenu mon dernier cheval de bataille. On va regarder une dernière bande-annonce. Vive les microbes. J'aime bien les animaux, j'aime surtout bien les vaches. J'ai pas d'asthme et puis j'ai pas d'allergie. De nombreuses études ont montré que les enfants qui ont grandi dans une ferme ont beaucoup moins de risques d'avoir des allergies ou de l'asthme. Nous avons examiné tous les facteurs qui pouvaient expliquer l'effet de la ferme. Finalement, ce qui compte, c'est le séjour dans l'étable et la consommation des produits au lait cru. L'environnement de la ferme, c'est comme une soupe de microbes. C'est la diversité rencontrée par le système immunitaire qui prime. Il y a un lien direct entre système immunitaire et microbiote. Pas de microbiote, pas de système immunitaire. Dans notre intestin, il y a 100 000 milliards de microbes. Pour le corps humain, les microbes sont vraiment des partenaires. Nous avons besoin d'être en contact avec eux, sinon nous risquons de développer des maladies inflammatoires. On peut dire que trop d'hygiène tue l'hygiène. À la fin des années 70, on était autour de 5% de la population qui était concernée par au moins une maladie allergique. Et aujourd'hui, on estime que c'est 30 à 40% de la population. L'occidentalisation des modes de vie, les aliments transformés, la surconsommation d'antibiotiques, le manque de contact avec la nature, tout cela appauvrit notre microbiote et augmente le nombre de maladies immunitaires. Le grand message, c'est la biodiversité compte. Et c'est cette biodiversité qui donne la protection. Voilà, alors donc ce film, comme ça a été dit, vous pouvez le voir sur Arte, sur la chaîne YouTube ou sur le replay d'Arte. Vous avez aussi un livre que j'ai donc fait qui accompagne ce film, Vive des microbes. Alors, vous avez aussi donc compris que ce qu'on met dans notre assiette, c'est un impact direct sur notre santé, mais alors vraiment direct. Je ne vais pas revenir sur les travaux que j'ai fait avant, notre poison quotidien, qui montrait par exemple comment les additifs alimentaires qu'on retrouve dans les aliments industriels achetés dans les supermarchés, tout ce qui est transformé, enfin, etc., les plats préparés, je ne sais pas quoi, avaient un impact, par exemple, pouvait avoir un impact selon les produits, évidemment, sur l'embryon, le développement de l'embryon, et ensuite provoquer, c'est le problème des perturbateurs endocriniens, hein, des cancers du sein, de la prostate, chez les enfants qui sont nés donc, après avoir été exposés in utero. D'ailleurs, je vais faire 2 petits tests. Là. Vous allez tout de suite comprendre ce qui s'est passé en 50 ans. Et je rappelle, 50 ans, c'est le modèle agro-industriel. 50 ans, c'est le développement du modèle agro-industriel. Levez la main ceux qui connaissaient personnellement une femme qui a ou qui a eu un cancer du sein. Et regardez. Voilà, 90%. OK ? Et quel âge ont les femmes auxquelles vous pensez ? Quel âge ? Bon, voilà, 40. Ça va. Alors, dans mon livre « Notre poison quotidien », je rappelle l'histoire le directeur d'un service du CHU de Montpellier en 1963, qui emmène
ses internes voir une femme. Pour lui, c'est la première fois qu'il voit ça de sa vie. Il veut leur montrer. C'est une femme qui a 33 ans et qui a un cancer du sein. Mais vous vous rendez compte où on est arrivé? Et ce qui est absolument incroyable, c'est qu'on est comme des moutons qui vont à l'abattoir. Hein. On devrait tous aller dans la rue pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que... Moi, j'ai 3 filles, par exemple, je sais que statistiquement, il y en a au moins une qui va avoir un cancer du sein. Vous croyez que c'est normal? Mais non. Bien sûr que c'est pas normal. Il s'est passé quelque chose. Mais c'est passé qu'on a empoisonné notre environnement, et notamment nos aliments, par tout ce modèle agro-industriel, avec tous ces produits chimiques qui rentrent en contact avec la chaîne alimentaire. C'était donc le sujet de notre poison quotidien. Alors maintenant, on va faire un deuxième test, comme j'ai fait hier soir, mais on va le refaire quand même. Levez la main, ceux qui connaissaient personnellement quelqu'un qui a de l'asthme ou des allergies. Eh ben voilà, regardez. Hein, eh ben on fait ça il y a 50 ans. Une personne qui lève la main. Donc vous croyez que ça, c'est pareil, ça, c'est normal? Ben non. Donc ça vient d'où? Ben ça vient, c'est ce que décrivent les microbes, à l'aseptisation, l'hyperhygiénisme, enfin... tout ce qui s'est mis en place après la Seconde Guerre mondiale, qui a fait d'ailleurs qu'on a décidé qu'il y avait des herbes qui étaient des mauvaises herbes. Vous voyez, on a décidé d'éliminer ceux qu'on considérait comme inutiles, y compris les microbes. Et c'est très clair, les études le montrent, quand vous mangez des aliments transformés, ils sont aseptisés, il n'y a plus de microbes, il n'y a plus rien. Eh bien, contrairement à tout ce qu'on a pu nous dire, 99% des microbes sont absolument indispensables à la vie. Et surtout, indispensables pour que nos enfants aient un bon système immunitaire. Et pour ça, il faut que tout petit, on parle des 1000 premiers jours de la vie, soient vraiment exposés à un maximum de microbes différents. Et ça passe par l'alimentation, donc alimentation bio, diversifiée, pas de trucs aseptisés où il n'y a plus rien dedans. Et puis vous avez vu, hein, il faut qu'il... Alors l'idéal... L'idéal, ça me fait sourire parce que moi je suis né dans une ferme comme ça, en 1960, j'ai pas d'asthme, j'ai pas d'allergie. L'idéal, c'est d'être né dans une ferme traditionnelle avec des vaches laitières. Les vaches, absolument capitales. Mais non, vraiment, capital. C'est tellement capital qu'ils essaient de comprendre pourquoi et qu'ils en ont conclu, c'est que les vaches avaient, par leur mode de système alimentaire, etc., de digestion, ce sont des vraies usines à bactéries, hein, à fermentation, et qu'elles ont tellement de bactéries, vous voyez en fait leurs bousses de vache sont pleines de bactéries, et que quand on va dans une étable, les femmes enceintes qui vont dans les étables au moins 2-3 fois par semaine, eh bien leurs enfants ont beaucoup moins d'asthme et d'allergie que celles qui n'y vont pas. D'accord? Au point que vous avez vu dans mon film, pour ceux qui l'ont vu, qui sont en train de développer à Munich un spray nasal avec les poussières issues des étables, avec toutes les bonnes bactéries, les champignons de l'étable, qui vont donc faire pchit, pchit dans le nez des bébés des villes, pour leur faire sniffer les bonnes bactéries de l'étable pour les protéger de l'asthme et des allergies. Vous vous rendez compte? Donc, malheureusement, eh bien, ce modèle-là, parce que c'est très clair aussi, c'est pas l'agriculture industrielle, c'est pas les fermes industrielles, ça marche pas. Dans le film, vous découvrirez que quand vous avez une méga ferme avec 1000 vaches, ça ne marche pas. Parce que ce qu'il faut, c'est que c'est un modèle, c'est un style de vie. C'est-à-dire c'est un modèle d'exploitation familiale où les enfants sont en contact avec les animaux dès le plus jeune âge. Ils vont dans les étables très tôt, sont en contact avec ces bonnes bactéries. Et puis, alors là, ça c'est le clou, boivent du lait cru, y compris pendant la grossesse. Tout le contraire de ce qu'on vous dit tout le temps. Vous découvrirez tout ça dans mon livre. Parce que c'est quand même dingue, quoi, de voir les jeunes femmes qu'on harcèle en disant ne mangez pas de fromage au lait cru pendant la grossesse. Ben, je suis désolée, c'est tout le contraire. Il faut en manger, c'est ça qui protège. Voilà. Alors, les microbes sont donc importants pour notre santé. Et évidemment, selon ce qu'on mange, si on ne mange pas des produits bio, si on ne cuisine pas soi-même, enfin, etc., si on ne mange pas de produits lacto-fermentés, moi j'ai vu qu'il y avait un stand là où apprenez à faire votre choucroute, vraiment, parce que comme vous allez un jour ou l'autre prendre des antibiotiques, les antibiotiques, vraiment, si on en prend, c'est qu'on en a besoin, évidemment. Et si on en prend, eh bien après, on fait quelque chose pour reconstituer sa flore intestinale, parce que sinon, et surtout chez les enfants. Les études montrent qu'un enfant qui, avant 2 ans, a pris au moins une fois des antibiotiques a 10 fois plus de chances d'avoir de l'asthme et des allergies et d'être obèse à 10 ans. À tel point qu'ils ont même fait un lien entre l'explosion de l'obésité et l'exposition aux antibiotiques dans la petite enfance. Et ça se comprend, parce que, comme vous savez, bon, c'est un chercheur américain que j'ai interviewé qui m'a raconté tout ça, mais comme vous savez, jusqu'en 2006, en Europe, c'était autorisé
de mettre des petites quantités d'antibiotiques dans les aliments des petits cochons ou des poulets pour les faire grossir plus vite, vous savez. C'est interdit en Europe depuis 2006, mais pas aux États-Unis, ça continue. Et ça marchait. On mettait des antibiotiques dans l'alimentation pour faire pousser les animaux domestiques plus rapidement. Et ce chercheur américain, il s'est dit, ben, si ça marche, ça fait pousser et grandir plus vite les animaux, qu'en est-il des humains? Les statistiques sont très claires. Avant 2 ans, les enfants, ils ont pris au moins 2 fois des antibiotiques, ce qui est un désastre pour leur microbiote. Eh bien, évidemment, ça les fait grossir. Il a fait une étude pendant... Il a passé 30 ans de sa vie. Eh ben, antibiotiques dans la petite enfance égale plus grand, plus gros. Voilà, comme les animaux domestiques des élevages intensifs. Vous voyez? Donc, tout ça pour dire que si vous devez prendre des antibiotiques parce que, voilà, il y a des conditions, enfin, c'est vraiment important. Je dis ça parce que souvent, c'est donné, mais on n'en a pas besoin, en fait. Hein. Voilà, c'est pas donné à bon usage. Eh bien, apprenez à faire de la choucroute, du kéfir, apprenez à faire des produits lactofermentés ou allez les acheter là-bas, il y a un stand, vous voyez, pour que manger des yaourts au lait cru, du fromage au lait cru, pour que vous reconstituiez la flore intestinale de vos enfants ou votre intestin, parce que si vous ne le faites pas, tout est flingué pendant au moins 1 an. Et s'il y a plus ça tue les mauvaises bactéries, mais ça tue toutes les bonnes. Et s'il n'y a plus de bonnes, ben les mauvaises, elles ont de la place et elles prolifèrent. Et on se retrouve avec plein de maladies. Vous avez compris? Voilà. Donc, vous avez compris, pour résumer, maintenant je vais répondre à vos questions. Je crois que je suis dans le temps. Hein. Ça va? Ça va? Eh bien, quand vous rentrez chez vous ce soir, vous ouvrez votre frigo et vous regardez ce qu'il y a dedans. Et vous commencez à foutre à la poubelle. Dernière fois de votre vie, vous mettrez des trucs à la poubelle en vous disant ça. Et maintenant, je fais comme ça, d'accord? Et vous allez voir, après, on se sent beaucoup mieux. Hein, parce qu'on se dit, ouais, c'est bon pour la planète, c'est bon pour la biodiversité, c'est bon pour la santé, vous voyez? Et voilà. J'ai fait un film qui s'appelle « Qu'est-ce qu'on attend ?» Ben voilà, qu'est-ce qu'on attend pour le faire, d'accord? Et encourager l'agriculture biologique, qui en a bien besoin en ce moment, vu les difficultés qu'il traverse. Donc, voilà. C'est bon pour moi. Ah, celui-là?